Docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, comme chaque mercredi, nous allons parler économie avec vous et on attend avec impatience vos conseils judicieux. Tout d'abord, on va parler ce matin d'un développement dans le monde, on va dire, des taxis et en particulier dans le monde des taxis, on va dire, informatisés, puisqu'il s'agit d'un concurrent à la fameuse société de GetTaxi qui avait d'une certaine manière une forme de monopole ici dans le domaine des réservations de taxis informatisés. Donc le concurrent s'appelle Yango. Est-ce que ça risque d'être bon pour nous, les contribuables, les consommateurs? Est-ce que cela risque de faire baisser les prix? Parce que GetTaxi, c'était pas tout à fait gratuit. Oui, bien sûr, c'était pas gratuit. Il y a eu déjà dans le passé des essais de concurrence au Gate. Et ça n'a pas réussi. Maintenant, Attendez, ne nous dites pas le Get parce que, en plus que vous êtes le frère du grand rabbin Guggenheim et qui est très au courant des affaires de Gittim, alors c'est GetTaxi, c'est pas les affaires de divorce dans le truc. Voilà. Oui, très bien. Et alors, ce qui est de façon très agressive, la compagnie russe Yango. C'est une compagnie russe qui, d'ailleurs, en Russie. Ça veut dire c'est une compagnie internationale? Internationale. Elle a commencé en Russie, elle est dans beaucoup de pays, dans dizaines de pays, et elle a fait une publicité agressive en Israël pour essayer de s'implanter. C'est au début de cette semaine. Et elle propose pour les voyageurs la chose suivante. Pour les premiers voyages, vous aurez 25 shekels en moins. Ok. Donc c'est bien. C'est bien, surtout si la course elle fait 25 shekels, on paye. Non, généralement ça fait un peu plus, mais c'est déjà très bien. Et deuxièmement, ça c'est par rapport aux voyageurs, et par rapport aux chauffeurs de taxi, elle a proposé que pendant un certain temps, tout irait à eux. Et ce n'est qu'après qu'ils verseront une partie à Yango. Et troisièmement, ils permettent aux gens ils essayent d'encourager les clients à venir et ils essayent d'encourager les chauffeurs de taxi à venir aussi. Exactement. Et ils disent aux chauffeurs de taxi, vous, en ce qui me concerne, vous pouvez toujours rester avec GetTaxi, mais il s'agit en plus. Oula. Donc, il n'y a aucune raison pour que un chauffeur qui n'aurait pas pour l'instant de travail, qui ne serait pas appelé, n'irait pas chez Yango. Alors, ça a commencé cette semaine. Il faudra voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est intéressant. Ouais, il faudra voir justement si ça a une répercussion sur les prix des taxis. Exactement. Il faut souligner à cette occasion que en Israël, contrairement par exemple à la France, à d'autres pays européens, Uber n'a pas réussi à s'imposer ici. Il a été bloqué, on va dire, par les syndicats des taxis et par le gouvernement. Oui. Et donc, finalement, il y a peut-être de la place pour la concurrence à ce niveau-là. Oui, si déjà vous parlez de ça, j'en ai pas parlé il y a quelques semaines. Le Dan a annoncé, bien sûr, c'est également soutenu par le ministère des Transports, de transport, Dan à Tel Aviv. Des gens pourront ensemble qui taxis, on en a parlé. Vous avez parlé de ça, qui vont faire du covoiturage, parce que comme nous avons parlé, c'est en vérité ça uniquement ce qui pourra résoudre le problème en Israël des bouchons. Parce que il y a moins de personnes qui circulent. J'en ai parlé même avec tout ce qui est en train de changer. En 2025, si les gens ne viennent pas plus dans les voitures ensemble, il y aura... vous savez que la seule chose qui est en train de baisser, parce qu'on va parler d'augmentation des prix, c'est l'essence qui a baissé considérablement ces derniers jours. Ces derniers jours, à cause de la baisse, à cause de ce qui se passait dans le monde entier. Dans le monde entier, d'accord. Oui. Alors justement, dans la série des augmentations, j'en parlais tout à l'heure dans la revue de la presse, il y a un titre sur toute la première page du Yediot Aharonot qui énonce toute une liste d'augmentations dans le domaine en particulier. Ça peut-être, je ne sais pas si on en a parlé ou pas, mais oui, on en a parlé des forfaits de téléphone portable qui augmentent. Oui, ça, on n'avait pas parlé, mais je l'avais prévenu il y a quelques mois, voilà, vu les résultats à la bourse. Les analystes financiers avaient prévu que si ces entreprises ne voulaient pas faire faillite à terme, il y aurait une augmentation massive. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a 15% d'augmentation en moyenne dans les compagnies de téléphone portable, de téléphonie, et dans d'autres domaines également. Mais alors là, vous nous insistez en particulier sur l'augmentation de 7% dans les assurances auto. Pour les assurances auto, c'est intéressant. Pendant 2 ans,
les gens n'ont pas augmenté. Je parle de l'obligatoire, ce qu'on appelle obligatoire Chova. Il y a deux parties. Le Chova, oui. Le Chova, il avait été bloqué parce qu'il y avait des réserves en plus. Granit, qui est en Israël, celui qui est chargé de payer les accidents, avait des fonds en plus. Et donc, ils avaient décidé pendant 2 ans de ne pas augmenter de prix. Mais la cagnotte est terminée et donc, on revient. C'est une première chose. Une deuxième chose qui est arrivée, vous avez sûrement entendu qu'il y a beaucoup d'accidents, point de vue des Ofnaïm, avec les motos, avec et des choses de ce genre. Et à ce moment-là, la Knesset a décidé de baisser les assurances sur les motos pour justement faire surtout que des jeunes puissent plus s'assurer et augmenter un peu plus sur l'auto. Les deux choses ensemble font que lorsque vous allez venir au début de maintenant vous allez devoir renouveler votre assurance auto, vous allez voir qu'il y a un peu d'augmentation, bien que votre voiture est sans doute plus vieille d'1 an par rapport à l'année précédente. Donc dès qu'on parle de voiture et dès qu'on met cette voiture au garage, une augmentation de 7% dans le prix de l'assurance, c'est vraiment minime par rapport au coût que ça nous occasionne. Bon, mais en tout cas, c'est important de le souligner. Alors, on va changer totalement de sujet, de partition, puisque on va parler d'un débat à la Knesset, un débat sur une nouvelle arnaque, on va dire une nouvelle arnaque. Il s'agit de 12 suspects qui ont été suspectés d'avoir arnaqué et escroqué des milliers de personnes âgées. Des chiffres ont été publiés. Alors, de quoi s'agit-il? On avait parlé la semaine dernière sur un autre cas d'une amende qui avait été faite sur une compagnie de télémarketing. Je vous avais parlé. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de quelque chose de pénable et d'extrêmement grave. 12 personnes ont été arrêtées, comme vous venez de le dire, parce qu'ils ont arnaqué, ils ont escroqué des vieux et ils ont choisi leurs victimes. Il s'agissait de vieux qui vivaient tout seuls, à Ririm, qui ont plus de 90 ans. Une personne a même dit qu'elle a perdu 850 000 shekels. En moyenne, la perte est de 85 000 shekels. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils disaient? Il leur disait... Il s'agit aussi de rescapés de la Shoah, n'est-ce pas, parmi eux? Non, c'était des gens... ils n'ont pas fait le tri. Ils ont fait le tri en faisant des gens qui seraient... Vous avez appelé naïfs, enfin des gens qui ne peuvent pas demander à d'autres des conseils et qui voient que c'est des gens qu'on peut facilement estorquer de l'argent. Ils sont venus chez eux, ils leur ont dit, voilà, si vous faites partie de notre Moadam, voyez, ce produit-là, il est très bien, vous l'aurez en cadeau. Et les gens, ils ont cru la vérité. Oui. Et donc, ils ont donné leur numéro de carte de crédit. Ne croyez pas à tout ce que l'on vous dit. Ne laissez pas entrer des gens que vous ne connaissez pas, des vendeurs au porte-à-porte et soyez prudents aux personnes âgées. Chacun d'entre nous, ceux qui ont des parents âgés, etc., connaissent la problématique. Tout à fait, oui. Et alors, à cause de ça, la Knesset a fait hier une réunion pour avoir les chiffres et prendre des décisions. Ils ont déjà déposé une loi que je pense qu'il passera, disant que les cartes de crédit pourront, dans ces cas-là, immédiatement être arrêtées. Pourquoi c'est pas le cas? Non, je sais, parce qu'il y a une longue procédure, mais là, je suppose... Une personne, par exemple... Les enfants de ces personnes âgées qui découvrent le poteau... Je crois qu'il y a une longue procédure, c'est pas évident, et que là, ils veulent faire quelque chose de plus... j'ai pas encore vu la loi, elle a été hier en première lecture, et je pense qu'elle passera parce que il faut absolument décourager les gens de l'autre côté, et au contraire protéger les... Alors, on va terminer cette chronique cette semaine avec Emmanuel Macron. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, même sur cette antenne, on a parlé de ces fameux gilets jaunes, de leurs revendications. Ils étaient un peu brouillons, on ne savait pas exactement ce qu'ils voulaient. Et on a vu Emmanuel Macron tenter de les calmer, de les apaiser avec toutes sortes de mesures, comme par exemple une augmentation du SMIC, une augmentation des retraites, si je ne m'abuse aussi. Quel est l'enseignement que vous voulez tirer de cette crise, de la réponse du président français? Comment on peut traduire cela dans la réalité économique israélienne? J'essaye depuis quelques mois ici, quand je parle, essayer de montrer à nos auditeurs qu'à part la communication, ce qu'on appelle la com, il faut voir les répercussions économiques et qu'est-ce que ça veut dire point de vue économique et financier. Et chaque fois qu'il y a ce genre de discours ou de mesures, je me réfère, et là c'était en France surtout, dans les journaux spécialisés pour voir si vraiment de quelles mesures. Je vous donne un exemple, vous avez parlé du SMIC. Il n'y a pas d'augmentation du SMIC. C'est faux. Il y avait, il n'a pas dit
dit d'ailleurs ça. Il a dit que les gens qui sont au SMIC seront augmentés de 100 €. Ça permet, par exemple, de ne pas l'intégrer dans les salaires. Et ça veut dire que les gens, par exemple, sur le calcul d'une retraite, quelqu'un qui sortira, il n'aura pas les 100 € en plus. Okay. Mais en plus de ça, une partie de cet argent qu'il avait dans les parties étaient déjà promis. Était déjà de toute façon programmée. Il s'agit, en gros, de toutes les mesures qui ont été faites. Il s'agit, en fait, d'avancer un programme. Et bien sûr, il y avait une urgence sociale. Et il s'est dit, je vais avancer un programme par rapport à ce qui est. Et c'est très important aussi de voir qu'il y a une question comptable des choses. La France, comme d'ailleurs Israël, on va parler beaucoup au point de vue de notation, essaye de ne pas avoir trop lourd déficit budgétaire, mais souvent, c'est uniquement fait par des artifices comptables, par des écritures qui sont faites. Et en vérité, on pense maintenant que ça pourrait mettre à 3,5%, mais je ne suis pas sûr que ça arrivera parce que peut-être comptablement, ils arriveront à montrer qu'il n'y aura pas, que ça sera quelque chose ou de très court ou de toute façon ces mesures-là, comme vous venez de dire, devaient être faites dans les prochaines années. On verra bien ce qui se passera, mais en tout cas aujourd'hui en France, c'est bien, on va dire que d'une certaine manière, pour le plus grand avantage, on va dire, d'Emmanuel Macron, on ne parle plus d'économie et de social ce matin, mais on parle de sécurité. Ça permet de détourner l'attention de certains problèmes aigus dans ce domaine, et peut-être cela contribuera à calmer la crise. Cet attentat qui s'est produit hier à Strasbourg, nous en parlions tout à l'heure avec le grand rabbin Abraham Veil. Cet attentat qui est l'une des informations principales de cette matinée, un attentat donc à Strasbourg avec 3 tués et une douzaine de blessés. Merci beaucoup Dr Daniel Guggenheim d'être venu dans notre studio pour cette chronique hebdomadaire sur l'économie en Israël. Bravo, merci pour vos conseils judicieux. On se retrouve mercredi prochain.